Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2264 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 14 avril avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de Matteo Guendouzi, il fête aujourd'hui ses 24 ans, le milieu marseillais. Bon anniversaire à lui, une petite info mercato, pas sûr qu'ils soient encore joueurs de l'OM. La saison prochaine on peut voir tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, comme par exemple il y a Moussa Mariga, l'ancien joueur de Porto, maintenant il évolue du côté de l'équipe de Al Hilal en Arabie Saoudite, il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir, jeudi soir. C'était une soirée d'Europa League, d'Europa Conference League. On va commencer avec cette Coupe d'Europe parce que l'équipe de Nice jouait hier du côté de Bâle en Suisse. Score final 2-2 entre ces deux équipes. Amdouni côté Bâle, il a inscrit un doublé. Et Terem Moffi, le nouveau joueur de cette équipe de Nice qui est arrivé au club en janvier dernier. Doublé également pour l'attaquant nigérian. Donc félicitations à ces deux joueurs. Félicitations aux deux équipes parce qu'il y a eu pas mal de spectacles. Et du coup, 2-2, tout se jouera pour la qualification pour les demi-finales de cette compétition. Jeudi prochain pour le match retour, cette fois-ci du côté de Nice. On peut voir les stats de la partie, c'est quasiment pareil, la possession, bon, 1% de plus pour l'équipe de Bâle, les tirs, des tirs pareils, et les tirs cadrés, 5 pour l'équipe de Bâle, 4 pour l'équipe de Nice. Donc voilà, le match nul est plutôt logique, ce 2-2, et Nice y croit encore, bien sûr, avec un match nul au match aller à l'extérieur. Voilà, maintenant il faut gagner au match retour et pour valider bien sûr ce ticket pour aller en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Et regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Big bijou par rapport au deuxième but de Terem Moffi. Un petit rappel du match, les gars, le scénario du match. Bâle menait 1-0. Après, Nice est revenu, a même mené 2-1. Puis après, c'est l'équipe de Bâle qui a égalisé du coup de 2-1. Et sur le but du 2-1, juste avant la mi-temps, donc Terem Moffi nous a marqué un magnifique but. Un retourné acrobatique et ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe grâce à un doublé de son attaquant Terem Moffi, auteur d'un but magnifique sur un retourné acrobatique. Nice, dernier club français engagé en Coupe d'Europe, garde toutes ses chances pour une qualification en demi-finale. Comme j'ai dit les gars, ça sera la semaine prochaine que là ce sera vraiment très important de gagner. Et on revient sur ce but magnifique de Terem Moffi, magnifique but. Il a dit je n'aurais jamais imaginé marquer un tel but. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J'ai vu le ballon arriver et j'ai tenté. Le but de l'année peut-être pas, mais peut-être le but de la compétition. C'est ça qu'il est magnifique. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir ce but sublime de Terem Moffi. Et les débuts de Terem Moffi avec Nice sont plutôt pas mal. Donc en tout il a joué 11 matchs, que ce soit en Ligue 1 ou par exemple en compétition Coupe d'Europe. Voilà. Donc pour 7 buts pour Terem Moffi. Donc vraiment des débuts parfaits pour lui du côté de la Côte d'Azur. Et Terem Moffi avec Khéphren Thuram, les deux niçois hier après le but bien sûr de Terem Moffi en mode de célébration les deux. Et pour finir les gars sur cette rencontre, on va juste parler côté Bâle. On va parler d'un joueur les gars, très bon match réalisé par Andy Diouf, milieu de terrain du FC Bâle, prêté avec option d'achat par le Stade Rennais. Le jeune milieu de terrain de 19 ans est un joueur à suivre. Vraiment il a fait une très belle partie contre l'équipe de Nice hier, ce jeune joueur normalement qui appartient à l'équipe de Rennes. On continue avec les autres matchs de l'Europa Conference League entre ces deux équipes, l'équipe de Lech Poznan contre l'équipe de la Fiorentina, et c'est la Fiorentina qui prend une sacrée option quand même pour se qualifier pour les demi-finales avec une victoire 4-1 du côté de la Pologne. Donc le jeudi prochain ça sera en Italie. Donc voilà, ils ont plus 3 goal average avant le match retour, ça sent très bon pour la Fiorentina. Pour se qualifier, on peut voir que Ikoné, l'ancien Lillois, a été buteur, c'est lui qui a inscrit le 4e et dernier but de cette rencontre. On peut voir les stats en nette faveur de la Fiorentina, 21 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts efficaces. L'équipe de Poznan, donc l'équipe à domicile, a eu beaucoup de mal à exister. Et n'oubliez pas les gars que si la Fiorentina se qualifie, donc la Fiorentina bien partie avec cette victoire 4-1, donc il pourrait jouer contre Nice, si Nice élimine l'équipe de Bâle, ça pourrait faire un Fiorentina-Nice au tour prochain en demi-finale. On continue avec les autres matchs. Anderlecht contre l'équipe de Hazel Alkmaar, et c'est l'équipe de Anderlecht qui s'est imposée 2-0, qui prend une petite option on peut dire pour se qualifier pour les demi-finales. Donc voilà les stats de la partie. Et la dernière rencontre c'était entre la Gantoise et l'équipe de West Ham. Et là score final 1-1. Tout se jouera pour la qualification pour le match retour bien sûr. Ça sera semaine prochaine, cette fois-ci du côté de Londres, du côté de West Ham. Du coup les 4 résultats des 4 quarts de finale. Donc vraiment avantage la Fiorentina qui est très bien partie pour se qualifier. La même chose aussi pour Anderlecht concernant la Gantoise, West Ham et Bâle, Nice. Tout se jouera la semaine prochaine pour la qualification en demi. On peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleur joueur de la semaine en Europa Conference League, et on peut voir Moffi qui est bien sûr présent avec son doublé, la même chose qu'Amdouni qui a été aussi auteur d'un doublé avec Bâle contre l'équipe de Nice. Lui aussi il est présent. Il y a aussi Milenkovic, et il y a aussi un joueur qui s'appelle Castro Montes, un joueur de la Gantoise. Donc voilà, après Moffi a des chances bien sûr d'être le joueur de la semaine en Europa Conference League. Cette fois-ci on va parler de l'Europa League.
Et on commence avec cette très belle affiche entre Manchester United et l'équipe de Séville. Score final 2 partout. Donc Sabitzer à la 15e, à la 21e minute de jeu. Doublé pour lui en l'espace de 6 minutes. Donc voilà, des stats parfaites pour lui. N'oubliez pas que ce joueur est prêté. Il est prêté par le Bayern Munich à l'équipe de Manchester. Il répond présent. Et le problème, c'est que Manchester s'est complètement effondré en fin de match. 84e et 93e minute. Ils prennent 2 buts et surtout 2 buts contre son camp, Malacia et Harry Maguire. Catastrophique à l'équipe de Manchester United en fin de match. On peut voir les stats de la partie qui sont un petit peu plus en faveur de l'équipe de Manchester United. Donc de gros regrets bien sûr pour les Red Devils qui menaient quand même 2-0 à la 83e minute. Et surtout, ils prennent 2 buts sur 2 buts contre son camp. C'est ça vraiment qui est dommage pour cette équipe de Manchester. Donc voilà le scénario du match. CSC de Malacia, CSC d'Harry Maguire. Une fin de match cauchemardesque au théâtre des rêves bien sûr pour cette équipe de Manchester. Et regardez le contre son camp de Harry Maguire qui plombe Manchester United. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi le contre son camp de Malacia juste avant. Mais regardez Harry Maguire, les gars, qui met une tête contre son camp. Et du coup, ça fait but. Il était dépité. Le défenseur Harry Maguire, déjà, qui joue très peu. En plus, il est souvent critiqué parce que quand on avait vu le montant de son transfert à l'époque de Leicester à Manchester pour plus de 93 millions d'euros, puis il marque des buts. Le problème, il marque des buts pour les autres équipes. Et bien sûr, il est encore énormément critiqué, Harry Maguire. Donc, on lui envoie beaucoup de force. Sabitzer qui avait pourtant fait le taf, les gars, il avait marqué un doublé, mais bon, à la fin du match, son équipe s'est effondrée. Et on va juste parler d'Anthony Martial, les gars. Donc il a joué, il a été décisif, il n'a pas marqué vu que c'est Sabitzer qui a mis les 2 buts, mais il a fait une passe D. Donc il y a Bruno Fernandes qui a fait une passe D et aussi Anthony Martial pour le deuxième but de Sabitzer. Et il est décisif toutes les 82 minutes cette saison avec Manchester United, pas mal pour le joueur français. Toujours avec Manchester United, même si ce match nul face à Séville fait mal, avec cette remontada, ce comeback on peut dire de Séville en toute fin de match. Manchester est invaincu sur ses 25 derniers matchs à Old Trafford, 21 victoires, 4 matchs nuls, pas mal, oui bien sûr, mais bon je pense qu'ils peuvent nourrir d'énormes regrets par rapport au scénario du match hier, comme j'ai dit, prendre 2 buts en fin de match et surtout 2 buts contre son camp. Donc regardez le désastre pour Manchester, donc on l'a dit, remontada déjà de Séville à 2 partout, blessure de Varane et Lisandro Martinez qu'on va parler juste après, Bruno Fernandes qui sera suspendu au retour, il a pris un jaune et s'il prenait un jaune, accumulation de cartons jaunes, il n'était pas là pour le match retour, il a pris un jaune hier, il ne sera pas là, il est suspendu Bruno Fernandes, donc ça c'est un énorme coup dur et le CC bien sûr d'Harry Maguire. Et nous on va aussi revenir sur la blessure les gars, surtout la blessure de Lisandro Martinez, le champion du monde argentin. Et la tuile pour Lisandro Martinez, ça s'annonce assez grave vu les images et ça serait le tendon d'Achille. Donc tendon d'Achille les gars, moi je le répète, je l'avais déjà dit par exemple quand Kimpembe tout ça l'a eu, moi je l'ai eu aussi les gars, c'est quasiment du 8 mois où tu peux pas jouer. Donc voilà, Kimpembe qui l'a eu, c'était il y a quelques semaines. Regardez les forfaits jusqu'au mois de décembre. Si c'est ça, pour l'instant on sait pas, mais normalement c'est le tendon d'Achille. Si c'est 9 mois les gars, on devrait le revoir début d'année prochaine. Donc en 2024, Lisandro Martinez, on lui envoie beaucoup de force. Donc Manchester a terminé le match à 10 après la sortie sur blessure de Lisandro Martinez parce qu'il y avait déjà tous les changements qui avaient été faits. Donc du coup ils ont fini le match à 10. Les 5 changements avaient déjà été effectués lors de cette rencontre. Et pour revenir les gars sur Lisandro Martinez, regardez les sorties de la pelouse et on peut voir que c'est ses coéquipiers argentins, enfin les joueurs de l'équipe adverse de Séville, mais ses compatriotes argentins comme je sais pas, il y a Acuna, comme Montiel ou Ocampos, les gars qui sont tous argentins, qui ont porté Martinez qui est lui aussi argentin bien sûr en dehors de la pelouse pour le soigner. De grosses forces à Martinez parce que comme j'ai dit c'est le tendon d'Achille, c'est très grave. Toujours sur cette rencontre hier, aucun carton rouge n'a été donné après ce tacle de Lamela sur Casemiro et bien sûr là aussi ça méritait un carton rouge, ça, regardez la grosse faute, la grosse semelle de Lamela sur Casemiro et du coup pas de carton rouge. Et du coup, pour finir les gars sur ce match, Manchester United a beaucoup de mal à battre l'équipe de Séville. Donc là il y a eu 2 partout. La dernière fois, c'était une finale, c'était la finale de l'Europa League 2019-2020. Séville s'est imposé 2-1 contre Manchester et s'était rencontré aussi en Ligue des Champions. C'était en match élimination directe. Donc Séville-Manchester, il y a eu 0-0 et Séville s'est imposé à Old Trafford de 2-1. Donc du coup, on peut voir que Séville sur les 4 derniers matchs a 2 victoires, 2 nuls et aucune défaite de Séville contre Manchester United. C'est que les Red Devils jouent souvent contre Séville, mais ils ont beaucoup de mal à les gagner. On continue avec les autres matchs hier, toujours en Europa League. Donc la Juventus contre le Sporting Portugal et c'est la Juventus qui prend une petite option pour se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Donc Gatti, l'unique buteur du match à la 73e minute de jeu. Félicitations à la Juventus Turin qui a été, j'ai pas vu le match, mais qui a été dominé quand même par cette équipe de Sporting d'après les stats, parce que le Sporting les gars c'est quasiment double de tirs ou même double de tirs cadrés.
Mais c'est bien la Juventus Turin qui a été plus efficace, 2 tirs cadrés, 1 but. Voilà, félicitations à cette équipe de la Juve qui vise la victoire finale en Europa League pour avoir une place en Ligue des Champions saison prochaine, parce que par rapport au classement, ça sera compliqué pour eux de terminer dans le top 4 avec les moins 15 points qu'ils ont pris il y a quelques semaines. Et toujours avec la Juve a remporté 4 matchs européens consécutifs sans encaisser de but pour la première fois depuis 2016-2017 en Ligue des Champions. Souvenez-vous, à l'époque, c'était la grosse défense de la Juventus. Là, c'est un peu la même chose. Les 4 derniers matchs qu'ils ont disputés en Coupe d'Europe, 4 matchs sans prendre de but et 4 victoires, donc 1-0 hier. Il y a eu 2-0 contre Fribourg, 1-0 match aller contre Fribourg et le 3-0 contre Nantes lors de la saison 2016-2017 où ils avaient aussi enchaîné 4 matchs en Coupe d'Europe sans prendre de but d'affilée. Ils avaient atteint la finale cette saison où ils avaient perdu contre, c'était le Real Madrid qui les avait battus, je crois, 4-1 je crois en finale. Donc voilà, peut-être qu'ils pourraient partir en finale aussi d'une Coupe d'Europe, mais cette fois-ci l'Europa League. Et toujours sur cette rencontre hier, donc grosse frayeur les gars pour le gardien polonais Sneží qui est sorti en larmes en première mi-temps lors du match entre la Juve et le Sporting après avoir ressenti une douleur à la poitrine. On n'espère rien de grave pour le gardien polonais. Il sentait son cœur qui s'est emballé, tout ça, donc c'est pour ça qu'il a préféré arrêter, voilà, sortir du match, être remplacé. Il a bien fait, bien sûr. Donc un contrôle a été effectué immédiatement après le changement et tout va bien. Donc ça, bien sûr, c'est la bonne nouvelle. Donc voilà, beaucoup de force, bien sûr, à Sneží. On va parler d'une autre rencontre, Feyenoord Rotterdam contre l'AS Roma, et c'est le Feyenoord Rotterdam qui prend aussi là une petite option pour se qualifier pour les demi, avec une victoire 1-0, c'est Wefer, l'unique buteur du match. Pellegrini, les gars, il y a eu un penalty pas marqué, donc du coup ça fait 1-0 après l'AS Roma, tout reste jouable. Il faudra gagner, mais cette fois-ci à Rome. Semaine prochaine, regardez les stats de la partie, c'est quasiment du kiff-kiff. Regardez 2 tirs cadrés pour les deux équipes, et c'est juste le Feyenoord qui a été plus efficace. La preuve, l'AS Roma a eu un penalty, le penalty n'a pas été marqué, et cette victoire, les gars, du Feyenoord de Rotterdam, c'est pas du tout une bonne nouvelle pour la France. Très mauvaise nouvelle pour l'indice UEFA français. Pour ceux qui ont vu l'épisode hier, l'After Zap Image sur ma chaîne secondaire, qu'en première ligne de description, j'avais dit que Nice jouait, donc ce serait bien que Nice gagne. Bon, ils ont fait match nul, mais il faut surtout que les 2 autres clubs néerlandais fassent pas des bons résultats. Donc l'AZ Alkmaar, on a parlé tout à l'heure, ils ont perdu 2-0 contre, je crois que c'était Anderlecht. Mais voilà, le Feyenoord s'est imposé, donc du coup ça va mettre des points. Le Eredivisie, le championnat néerlandais par rapport à la France, et ça c'est pas bon, bien sûr. Il faut que les clubs néerlandais performent pas en Coupe d'Europe, sinon attention à notre 5e place, l'indice au classement UEFA, bien sûr, qui pourrait être menacé. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle. La victoire du Feyenoord, et toujours avec le Feyenoord est la seule équipe à avoir battu la Lazio et la Roma sur leur pelouse cette saison, toute compétition confondue, que ça soit en Coupe d'Europe ou en Serie A. Donc il y a des équipes, je sais pas, comme la Juventus Turin qui a reçu la Lazio et l'AS Roma cette saison. En Serie A, elles n'ont pas gagné. Il y a juste cette équipe du Feyenoord qui a gagné contre la Lazio et contre l'AS Roma à domicile cette saison. Et toujours sur cette rencontre hier, donc les fans du Feyenoord remplissent les tribunes de structures gonflables lors de leur affrontement en Ligue Europa avec l'AS Roma. Donc je ne sais pas pourquoi. La raison pourquoi ils ont amené tous des ballons de plage, tout ça. Donc voilà, c'était un petit peu la fête. C'était les vacances, on peut dire, du côté du Feyenoord hier. En plus, il y a eu victoire à la fin. Et la dernière rencontre, les gars, de l'Europa League hier, c'était entre le Bayer Leverkusen et l'équipe de Union Saint-Gilloise. Et c'est l'équipe, c'est aucune équipe parce que ça fait un partout, mais c'est surtout l'équipe belge qui fait une bonne opération avec le 1 partout. Donc tout reste jouable pour cette équipe belge qui pourra atteindre peut-être les demi-finales de cette Coupe d'Europe. De Quirtz, buteur, et Boniface, buteur côté Saint-Gilloise. Regardez les stats de la partie. Donc les tirs cadrés ont été plus côté Royal Union Saint-Gilloise avec 4 tirs cadrés contre 2 pour le Bayer Leverkusen. Donc voilà, le score est plutôt logique, ce 1 partout. Et le buteur, les gars, côté équipe belge, donc c'est Victor Boniface, c'est le meilleur buteur de l'Europa League avec 6 buts cette saison, à égalité avec Marcus Rashford, c'est les 2 meilleurs buteurs de cette Europa League. C'est décidément la saison des attaquants nigérians, donc Boniface, Terem Moffi qu'on a parlé tout à l'heure, Victor Osimhen aussi qui fait une énorme saison. C'est vrai que les attaquants nigérians, les gars, performent énormément cette saison, un peu partout en Europe. Du coup, les 4 résultats de ces quarts de finale de l'Europa League, donc là, bon, c'est vrai que tout reste jouable. Il n'y a pas une équipe vraiment qui est quasiment sûr d'être en demi-finale, parce que même un 0, tout reste jouable pour l'AS Roma et le Sporting. Voilà, ils gagnent chez eux avec 2 buts d'écart au match retour, ça passe pour eux. Et les 2 autres matchs, c'est 2 matchs nuls. Donc voilà, tout se décidera, les gars, pour les 4 tickets, on va dire, en demi-finale. Ça sera jeudi prochain. Les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine en Europa League: Sabitzer avec son doublé, Gatti, l'unique buteur du match avec la Juve, Boniface qu'on a parlé juste avant, et aussi le joueur Cocu, le joueur du Feyenoord. Je crois pas que c'est lui qui a été buteur, mais il a dû faire un gros match, bien sûr, s'il est parmi les 4 meilleurs joueurs de cette semaine en Europa League. Donc voilà ce qu'a va dire
dire les gars sur l'Europa Conference League et l'Europa League, les deux compétitions qui se sont jouées hier. Nous on va revenir rapidement sur la Ligue des Champions qui s'est jouée avant-hier et mardi soir. Et avec la Team of the Week, en gros les meilleurs joueurs de cette semaine en Ligue des Champions. Avec par exemple Thibaut Courtois qui a fait un gros match contre l'équipe de Chelsea. Donc à là-bas, il y a aussi Bastoni, Stone, Ruben Dias et Kadjer, le défenseur de Milan. Il y a aussi Benasser, buteur, Rodri également buteur avec City et l'autre avec l'AC Milan. Vini Junior, énorme match. Bernardo Silva et aussi Haaland. Donc elle est très bien bien sûr cette équipe de la semaine en Ligue des Champions. Le programme aujourd'hui, bien sûr, on est vendredi, il y a du football, c'est plus de la Coupe d'Europe, on repasse là en mode championnat. Donc ce soir, Schalke 04 contre le Hertha Berlin en Allemagne, il y a Vallecano contre Osasuna en Liga, Toulouse contre l'équipe de Lyon en Ligue 1. Et en Serie A, il y a Cremonese, Empoli et la Spezia contre le Lazio. On parlera de ces, il y a combien de 5 rencontres les gars, je parlerai de tout ça bien sûr demain à midi. On va parler un petit peu info maintenant, Mercato, parce que voilà, on est quand même le 14 avril, puis l'ouverture du Mercato, n'oubliez pas, c'est le 1er juillet, c'est bon, c'est pas maintenant encore, mais voilà, ça arrive et bien sûr, les clubs commencent à se préparer, préparer leur Mercato, et surtout le PSG qui va encore être très actif sur le Mercato. Donc le PSG passe à l'action pour Moussa Diaby. Les discussions ont été entamées entre le club parisien et l'entourage du joueur pour évaluer si c'est faisable ou non le dossier. Bien sûr, Moussa Diaby, après le problème, c'est que ce joueur, n'oubliez pas, il a été formé du côté du centre de formation du PSG et maintenant le PSG le reveut. Le problème, c'est que maintenant il a une valeur marchande. Je pense que Leverkusen, s'ils le vendent, vu la saison qu'il fait, vu les saisons même précédentes qu'il a fait, et en plus un international français, donc il a pris encore en plus en valeur marchande. Je pense qu'il doit coûter 80 millions d'euros. Ce serait ballot pour le PSG de verser 80 millions d'euros à Leverkusen alors que c'est un joueur qui a été formé dans les catégories jeunes du côté du PSG, c'est comme ça. Donc voilà, le PSG pense à Moussa Diaby, je pense que ça peut être vraiment une très bonne recrue pour le PSG. Après bien sûr, il faut voir niveau prix, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop cher. Toujours avec le PSG, Axel Disasi est toujours sur la shortlist, on va dire, du PSG. Luis Campos est toujours en contact avec le vice-champion du monde. Manchester City et Chelsea ont d'ailleurs envoyé des émissaires dimanche dernier à la Beaujoire pour l'observer lors de son match contre le FC Nantes. Voilà, quelques options aussi pour Axel Disasi, mais on pense qu'il quittera quand même cette équipe de Monaco en fin de saison. Toujours avec Paris les gars, s'intéresse à Randal Kolo Muani pour son mercato estival à venir. Après le joueur, je crois, d'après ce que j'avais pu voir là les derniers jours, il a une préférence, ce serait de rester en Bundesliga. Et surtout le Bayern Munich sera intéressé par ce genre. Le Bayern avait deux joueurs, enfin ils hésitent entre deux joueurs, lui et Victor Osimhen qu'on va parler là dans quelques instants. Mais voilà, le PSG aussi s'intéresse au joueur Randal Kolo Muani. Toujours avec Paris les gars, selon l'équipe, le PSG ne compte déjà plus sur Hugo Ekitike, ça qui a fait une saison fantomatique, alors que son option d'achat de 40 millions d'euros va être payée par le club parisien en fin de saison. De son côté, l'attaquant français ne comprend pas que le contexte autour de la saison parisienne ne soit pas pris en compte au moment de parler de ses performances. Pour rappel, Hugo Ekitike a marqué 4 buts et fait 3 passes décisives en cette saison, 1095 minutes de jeu. Donc est-ce que c'est suffisant ou non pour Paris? Je pense pas. Je pense que le mieux, peut-être pas une vente, mais peut-être un prêt. Je pense que ce serait la meilleure solution pour toutes les parties, déjà pour lui, de retrouver de la confiance, de jouer marqué. Et pour le PSG, de le prêter comme ça. Il pourrait recruter quelqu'un d'autre. Et pour tout le monde, voilà, je pense que ce serait la meilleure solution. Ce serait un prêt. Comme ça, il prend un peu d'expérience et il revient à Paris dans quelques années. Victor Osimhen est la priorité du PSG pour cet été. J'ai dit il y a Kolo Muani, mais la grande priorité, ça reste quand même l'attaquant nigérian. Victor Osimhen, Paris aura de la concurrence puisque Thomas Tuchel le veut au Bayern. J'avais parlé avec Kolo Muani juste avant. C'est pour ça que le Bayern et le PSG veulent un peu les mêmes joueurs. Que ce soit le PSG et le Bayern, ils veulent Kolo Muani ou Victor Osimhen. Donc peut-être là, Osimhen signera à Paris, puis Kolo Muani signera au Bayern, ou peut-être le sens inverse, Kolo du côté du PSG, Osimhen du côté du Bayern, on verra. Toujours avec le PSG ainsi que Dortmund, Liverpool, le Real et Manchester City apprécient le profil de Khéphren Thuram, le Niçois. Nice réclame au moins 60 millions d'euros voilà, pour le lâcher. Donc ça aussi, ça sera le gros feuilleton Khéphren Thuram. Je ne le vois pas rester du côté de Nice, surtout au vu des équipes qui s'intéressent à lui et surtout vu le montant que pourrait récupérer Nice, 60 millions d'euros, ce serait le jackpot pour l'équipe niçoise. Xavi aimerait que le Barça fasse un effort pour signer Julian Foyth, donc un défenseur droit argentin. L'opération semble compliquée car Villarreal ne le vendra pas en dessous de sa clause libératoire, soit 60 millions d'euros. Et ça, pour le Barça, c'est pas possible. Surtout que le Barça demande à tous ces joueurs de descendre leur salaire. Ils peuvent pas mettre 60 millions d'euros sur Foyth, en plus un défenseur droit. Non, donc vraiment, si après le montant est revu à la baisse, là, bien sûr, le Barça pourra se positionner
sur ce joueur. Selon le journal Marca, Francisco Trincao est définitivement un joueur du Sporting. Le Barça garde un œil, garde plutôt une option de rachat comprise entre 20 et 25 millions d'euros et un pourcentage de 50% à la revente parce qu'il appartenait au Barça, prêté au Sporting et cette fois-ci voilà, il est à 100%, joueur du Sporting, mais le Barça garde un pourcentage à la revente bien sûr s'il venait à être vendu dans les années futures. Le Barça toujours va écouter les offres pour Ansu Fati. L'Espagnol voudrait cependant rester, lui veut rester. N'oubliez pas qu'il y a eu une interview de son papa il y a à peu près une dizaine de jours qui avait dit que lui voulait que son fils quitte le club parce que je jouait pas assez, le Barça ne le respectait pas parce qu'il avait pas assez de temps de jeu, tout ça. Donc lui veut rester Ansu Fati, mais voilà, le club du FC Barcelone aimerait le vendre. Donc on parle peut-être des premières offres, peut-être à partir de seulement 40 millions d'euros. N'oubliez pas que c'est Jorge Mendes, son agent. Donc voilà, ça sent quand même le gros feuilleton Ansu Fati. Moi je le vois quitter l'équipe Blaugrana. Une info officielle les gars, c'est l'Olympiakos qui annonce la résiliation du contrat de Rames Rodriguez. Le Colombien est donc sans club, il jouait du côté de l'Olympiakos. Cette saison, ses stats en 23 matchs et ses 5 buts et 6 passes D. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'a même pas fini la saison du côté de l'Olympiakos. Il aurait pu être, voilà, son contrat aurait pu être résilié en fin de saison. Non, les gars, regardez, il reste encore à peu près une dizaine de matchs du côté de l'Olympiakos et il est viré tout simplement. Donc il se retrouve sans club. Rames Rodriguez, 31 ans, Isco, 30 ans. Les deux ont remporté la Ligue des Champions lors des grandes années du Real Madrid, même si actuellement c'est toujours les grandes années du Real. Et actuellement, ils sont sans club. C'est que ces deux-là peuvent signer où ils veulent, même actuellement là. Donc c'est incroyable concernant ces deux joueurs. On va parler de Francfort qui pense à Wai pour remplacer Kolo Muani sur le départ. J'ai dit que Kolo Muani devrait quitter l'équipe de Francfort. Donc Arsenal, Tottenham, Dortmund et Lille sont aussi intéressés par le jeune buteur de Montpellier. Son prix est estimé entre 30 et 40 millions d'euros. On va parler de Chelsea qui a prolongé le contrat d'Enzo Fernandez jusqu'en juin 2032, en 2023. Donc en gros, il avait déjà un contrat, je ne sais plus, il avait signé jusqu'à quand, peut-être 2028, quand il avait quitté Benfica pour rejoindre Chelsea. En gros, ils vont prolonger, je ne sais pas si c'est encore officiel, mais ils aimeraient le prolonger jusqu'en 2032, Enzo Fernandez. Voilà, donc voilà, petite info concernant le milieu argentin. On va parler de Rudy Garcia et c'est officiel, n'est plus l'entraîneur de Al Nassr. J'avais parlé il y a quelques jours que c'était très très proche, voilà ça, la fin de son contrat et ça y est, c'est sûr les gars, officiel. Le club saoudien a annoncé la rupture du contrat du français à cause des mauvais résultats, même s'ils sont quand même deuxième Al Nassr du championnat saoudien et aussi de la mauvaise entente qu'il aurait avec les joueurs de Al Nassr. Du coup c'est fini pour l'ancien entraîneur de l'OM ou même de Lyon. Et Ronaldo, les gars, réagit au licenciement de Rudy Garcia d'Al Nassr. Il a mis sur sa story Instagram: Ronaldo, a plaisir d'avoir travaillé avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et c'est vrai que Ronaldo a vu beaucoup de ses entraîneurs quitter le navire ces dernières années. Donc Garcia en 2023, Santos, le coach du Portugal en 2022. Il y a Ronick, Solskjaer, Pirlo, Sarri, Allegri du côté de la Juventus. Donc voilà, petite info concernant Cristiano Ronaldo et ses coachs. Et du coup, qui va remplacer Rudy Garcia sur le banc de Al Nassr? Et Ronaldo collabore avec Al Nassr pour identifier le remplaçant de Rudy Garcia, parce que je pense, on pense tous que Ronaldo il a son mot à dire bien sûr dans le recrutement, que ce soit des joueurs ou même de l'entraîneur du côté de Al Nassr. Et il y a un nom les gars, même deux noms, parmi eux Zidane et José Mourinho sont étudiés. Une offre verbale a d'ores et déjà été faite avec Zidane. Voilà, peut-être Zidane les gars, futur entraîneur de l'équipe de Al Nassr, ce serait fou. Donc il y a aussi Jorge Jesus ou encore Marcelo Gallardo qui sont aussi des noms, mais une chose qui est sûre, un grand nom devra arriver du côté de l'Arabie Saoudite, du côté de Al Nassr pour remplacer Rudy Garcia et peut-être Zidane. Voilà, peut-être Zidane les gars va reprendre du service avec, on peut dire, une équipe plutôt surprenante, cette équipe de Al Nassr. On va parler de Christophe Galtier. Vous savez que Galtier actuellement on en parle beaucoup par rapport aux propos racistes qu'il aurait tenus. Pour l'instant il n'y a rien de sûr. Donc Galtier va porter plainte contre Julien Fournier, Romain Molina et Daniel Riolo pour diffamation et risque causé à autrui. On les va porter plainte, c'est son avocat qu'il a dit, donc voilà, par rapport à Galtier. Et Bruno Genesio sur Christophe Galtier, il a dit: ce que je peux dire, c'est que je connais bien Christophe, je ne l'ai jamais entendu avoir les propos qui lui sont aujourd'hui attribués. Voilà, j'ai l'occasion de le fréquenter dans le foot comme en dehors du foot et je ne l'ai jamais entendu tenir des propos de ce type-là. Maintenant, si des gens sortent des choses comme cela, il faut qu'ils en parlent. La même chose les gars pour Jean-Michel Aulas aussi, qui apporte son soutien à Galtier. Je suis très choqué et peiné pour Christophe, que je connais personnellement. Je n'arrive pas à imaginer ce genre de choses, mais ce n'est pas à moi de porter un jugement. La même chose aussi pour l'ancien adjoint de Christophe Galtier. Il a dit: cette histoire me paraît très bizarre sur le fond, la forme et le timing. Je connais très bien Christophe et cela me semble très bizarre. Je n'ai jamais senti aucune discrimination ni différence dans la manière de traiter les joueurs. On a été champion avec les joueurs de tout horizon. Quand il parlait du côté de Lille, il y avait plus de 15 nationalités, religions différentes. Même le staff était international. Donc lui aussi, il est
totalement choqué, voilà, l'ancien adjoint de Christophe Galtier du côté de Lille, les gars, de ce qu'il a pu entendre tout simplement dans la presse, hein, par rapport à ce qu'aurait dit Christophe Galtier du côté de Nice il y a quelques années. Hein. Melvite Erding aussi, qui a côtoyé Galtier, c'était à l'époque du côté de Saint-Etienne, il a dit: Christophe Galtier est un très bon ami à moi avant d'être un coach, hein, et je le connais depuis pratiquement 15 ans, j'ai travaillé 4-5 ans avec lui, que ce soit à Sochaux ou Saint-Etienne, je n'ai jamais ressenti aucun racisme de sa part. Moi-même, je faisais le ramadan quand j'étais sous ses ordres et je peux vous dire qu'il nous laissait le choix, il le respectait, il n'y avait vraiment pas de racisme, hein. Je jeûnais pendant les semaines d'entraînement comme je connaissais mon corps et qu'il me faisait confiance, il n'avait pas besoin de me dire que je ne devais pas jeûner les jours de match. Donc là aussi, Erding dit qu'il n'y avait eu aucun souci à l'époque avec Christophe Galtier. C'est pour ça que ces déclarations qu'il aurait fait, soi-disant, l'année dernière, du côté de Nice, sont très très surprenantes, hein, d'après voilà, ce qui peut se dire. Hein. Un ancien joueur de Galtier aussi, Ismaël Diomandé, il a dit: hein, je suis musulman et je n'ai jamais eu de problème avec Galtier. C'est même lui qui m'a fait signer mon premier contrat pro à Saint-Etienne. Il avait fait une réunion pour nous dire qu'il n'avait pas de problème et si on faisait le ramadan humainement, c'est quelqu'un de bien. Je ne parle que de mon cas personnel. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à Nice. Hein, voilà ce qu'a pu dire aussi Diomandé, ancien joueur de Galtier. Et pour finir les gars avec Galtier, cette fois-ci la story Instagram énigmatique, hein, de Yacine Benzia, ancien joueur de Christophe Galtier, du côté de Lille. Hein. Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Voilà ce qu'il a pu mettre, parce que lui aussi il a été bien sûr entraîné par Galtier. Donc voilà, on en saura beaucoup plus, enfin dès que j'en sais un peu plus sur le dossier Galtier les gars, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. On va parler aussi de Sadio Mané. Hein, vous savez que Mané, on a parlé beaucoup là ces derniers jours, que Mané a frappé, hein, c'est pas il aurait, il a bien frappé au visage Leroy Sané après le match City-Bayern. Hein. Donc Mané et Leroy Sané étaient bien présents à l'entraînement aujourd'hui. Les deux joueurs ont présenté leurs excuses à l'ensemble du vestiaire, voilà, du côté du Bayern Munich. Hein. Et c'est officiel, le Bayern annonce la mise à l'écart de Sadio Mané pour affronter Hoffenheim ce week-end. Donc il y a Bayern Hoffenheim ce week-end. Il ne sera pas du groupe, hein, c'est officiel, le communiqué officiel de la part du Bayern Munich que j'ai pu voir. Hein. Donc l'attaquant sénégalais écope aussi d'une amende suite au conflit avec Leroy Sané. Et Leroy Sané, quand même, d'après ce qui se dit, les gars, après je ne sais pas si c'est vrai ou non, moi je vous relaye les infos, aurait insulté Sadio Mané je ne dis pas l'insulte, hein, pendant City Bayern. On peut voir que l'insulte quand même elle est vraiment pas belle. Hein. Et du coup, ce sont ces propos qui auraient mis Sadio Mané hors de lui. L'ancien Citizen a regretté ces propos. L'avenir de Sadio Mané au Bayern n'est pas menacé. Donc voilà en gros pourquoi Mané a disjoncté dans sa tête. On peut comprendre les gars si c'est ça l'insulte, hein, voilà, on peut voir l'insulte, c'est pour ça qu'il était fou, il était hors de lui, Mané, c'est pour ça qu'après il a perdu son sang-froid on peut dire, puis il a mis un coup de poing dans le visage de Leroy Sané. Donc voilà l'affaire actuellement du côté du Bayern Munich. On va prendre la direction de l'Angleterre, on va parler aussi de cette affaire que l'arbitre assistant lors du dernier match entre Liverpool et Liverpool et Arsenal avait frappé Robertson. Hein. Donc la fédération anglaise a annoncé qu'elle ne prend aucune mesure concernant l'arbitre Konstantin Hadzidakic. Hein. Durant Liverpool-Arsenal le week-end dernier, il a donné un léger coup de coude sur Robertson. Il est arrivé, puis lui a mis un coup de coude. Un coup de coude quand même, un arbitre qui met un coup de coude à un joueur. Donc du coup, la fédération anglaise a annoncé qu'elle ne prend aucune mesure. Voilà. Il ne sera pas sanctionné pour l'instant. Donc les deux hommes ont su parler de manière constructive. On a une petite info concernant cette affaire. Toujours du côté de l'Angleterre, on va aussi parler de ça. Hein. Donc les clubs de Première Ligue ont décidé de retirer du devant des maillots les sociétés de paris sportifs. Actuellement, 8 clubs du championnat anglais ont pour sponsor l'une de ces sociétés. Cette mesure entrera en vigueur à partir de la saison 2026-2027. Par exemple, ces clubs-là comme West Ham, Wolverhampton, comme Southampton, Brentford ou même Newcastle. Donc en gros, c'est des sites de paris sportifs, que ça soit anglais ou même, je sais pas, ou même international, on peut dire. Donc à partir de 2026-2027, ça sera interdit. Ça sera interdit d'avoir des sponsors maillots de paris sportifs devant. Après, ça peut être sur les manches, hein, ça c'est toujours autorisé. C'est juste parler, de retirer du devant des maillots. Donc peut-être sur les manches, tout ça là sera autorisé, mais plus en gros sponsor en plein milieu devant du maillot. On va parler du PSG cette fois-ci qui va déposer un dossier pour acheter le Stade de France. Donc voilà, le PSG va se positionner pour acheter le Stade de France. Le club parisien va déposer un dossier le 27 avril pour acheter le Stade de France. Vous savez que le PSG aimerait soit augmenter la capacité du Parc des Princes. Pour l'instant, c'est un refus total de la mairie de Paris parce que le Parc des Princes appartient à la mairie de Paris. La mairie de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes
au PSG, à QSI, tout ça. Du coup, le PSG, enfin QSI cherche un autre moyen et du coup, un autre moyen pour racheter le Stade de France pour que le PSG puisse jouer dans cette enceinte. Donc, ça passerait de 47 000 places du côté du parc à plus de 80 000 places lors des matchs du PSG pour les années futures. Après, bien sûr, il faut que le dossier soit accepté par le Stade de France. Moi, ma potion magique, les gars, Erling Haaland nous dévoile son secret sur Instagram. Voilà, c'est sa dernière, vous pouvez aller sur son Instagram, sa dernière publication. Il a mis une photo de lui. Bon, je sais pas où il est, mais on peut voir qu'il est avec 2 bouteilles, mais on a l'impression que c'est du lait. Enfin, c'est sa potion magique qui dit, les gars. Donc, voilà, c'est ce qu'il boit tous les jours pour être un guerrier, un cyborg, tout simplement. Le joueur, norvégien. Une petite photo montage, les gars. Donc, on enlève une bouteille, on met Upamecano qu'il a pu boire. C'est vrai qu'Upamecano a eu beaucoup de mal contre l'équipe de Manchester City mardi soir en Ligue des Champions. Lui aussi peut-être boit de la potion magique de Erling Haaland, c'est Kamavinga à l'entraînement. Regardez ça aussi, il a pu le mettre sur sa dernière publication Instagram, des photos de lui en train de s'entraîner. Et on peut voir qu'il est au top, Kamavinga. Vraiment, et n'oubliez pas qu'il a seulement 20 ans. On peut dire qu'il est très bien dessiné musculairement et aussi niveau sportif, niveau performance de foot. Il est au top, bien sûr. Le joueur du Real Madrid. Regardez Mohamed Eni, je pense que tout le monde connaît, c'est un youtubeur aussi et snapchatter. Donc j'ai pris un selfie avec ce joueur. Je sais même pas qui c'est. Bon, je pense bien sûr il savait qui c'est, mais voilà, il fait toujours des blagues, on va dire, marrantes. C'était avec le gardien Kepa Arrizabalaga parce qu'il a été invité pour assister au match Real Madrid-Chelsea avant-hier. Et le club qui soutient bien sûr Mohamed Eni, c'est l'OM. On va parler de l'OM. Il y a 11 ans, jour pour jour, l'OM remportait la Coupe de la Ligue en battant Lyon dans les prolongations. Un but de Brandao à la 104e minute entre les jambes de Lloris permettait aux hommes de Didier Deschamps de remporter cette coupe pour la 3e fois consécutive. C'est abusé. La Marseille gagnait Coupe de la Ligue sur Coupe de la Ligue. C'était il y a 11 ans, jour pour jour. C'était en 2012. Voilà, exactement. C'était un 14 avril 2012. Donc voilà, c'est cette équipe de Marseille qui avait gagné, bien sûr, cette Coupe de la Ligue maintenant qui n'existe plus. Et toujours avec l'OM, et pour finir, les gars, pour clôturer cet épisode, voici à quoi devrait ressembler le 4e maillot de l'OM pour fêter les 30 ans du titre en Ligue des Champions. Je l'ai dit il y a quelques jours que Marseille allait sortir un 4e maillot, parce que là en 2023, ça fait 30 ans que Marseille a gagné la Ligue des Champions. À l'époque c'était en 1993, il y aura un maillot spécial qui va sortir. Voilà, ce maillot devrait ressembler à ça, avec le maillot blanc, toujours avec les sponsors, avec, on peut voir une étoile, on peut voir la forme de l'étoile en bas à gauche, l'étoile bleue tout simplement, l'étoile tout simplement de la Ligue des Champions remportée. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour mon after zap image à 17h sur ma chaîne secondaire en première ligne de description et sur cette chaîne, les gars. Ça sera demain, bien sûr, demain midi. Bonne journée à vous et à soit cet après-midi ou à demain.